3, 2, 1. Here we go! Bonjour ou rebonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette quatrième et dernière conférence de la journée, la conférence plénière pour laquelle nous avons le plaisir de recevoir les personnalités institutionnelles représentantes des structures engagées sur le salon Cyclo Grand Est 2023. Nous remercions une nouvelle fois toutes ces institutions partenaires du salon qui soutiennent et qui aident à concevoir notamment ce programme de conférences et qui nous aident également à les organiser. Donc nous accueillons cet après-midi Christophe Leblanc, directeur général adjoint de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Merci d'être avec nous. Christophe Reif, directeur régional délégué de l'ADEME Grand Est. Christelle Léry, conseillère régionale et vice-présidente de la commission environnement au sein de la région Grand Est. Et Thierry Chal, vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg, en charge de l'eau et de l'assainissement, des milieux aquatiques et des risques associés. Tout est bon. Merci à vous quatre d'être présents avec nous pour cette plénière. La thématique dont nous allons parler lors de cette conférence s'affiche sous vos yeux. Eau et énergie, réduisons la facture. Car chacun connaît le contexte d'actualité. L'envolée des prix du gaz et de l'électricité consécutive à la guerre en Ukraine a eu un impact très fort sur les collectivités, notamment sur les coûts de fonctionnement des installations d'assainissement et d'eau potable. Ajoutons à cela l'augmentation des prix des réactifs pour assainir ou traiter l'eau. Alors, comment maîtriser cette facture énergétique? C'est une vraie question. Des pistes et des solutions sont proposées aux collectivités pour faire face à la crise. Mais ces collectivités se mobilisent également pour développer de nouvelles sources d'énergie et se tourner vers l'avenir. Nous allons faire un tour d'horizon de ces leviers d'action avec vous. Encore une fois, merci. Christophe Leblanc, pour commencer, du côté de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, je me tourne vers vous. On l'a dit, l'eau et l'énergie, c'est un sujet d'actualité. Mais cela fait longtemps que c'est d'actualité pour l'Agence de l'eau, pour votre structure, je crois. Alors longtemps, il faut voir ce qu'on entend par longtemps. Ça fait quelques années, effectivement. Ça remonte à au moins 5 ans. On avait lancé un appel à manifestation d'intérêt, donc en lien avec l'ADEME. Et donc, dans l'optique, justement, que vous évoquiez, de voir comment on pouvait mieux prendre en compte les possibilités de production d'énergie dans les systèmes d'eau et d'assainissement. Et donc, typiquement, on avait recueilli une dizaine de propositions, on avait soutenu une dizaine de projets. Donc, ça passait par de la méthanisation associée à l'assainissement, du micro-turbinage, donc en fait l'installation de petites turbines dans les réseaux qui permettent de produire de l'énergie, de la récupération de chaleur sur les gros équipements, donc c'est quelque chose que l'ADEME connaît bien. Et puis, l'autre façon aussi de pouvoir faire des économies, cette fois-ci, donc moins dans la production, mais dans l'économie, c'est de pouvoir remplacer les équipements par des équipements plus performants, les équipements qui sont gros consommateurs d'énergie. Donc, il y a tout ce qui est pompe, mais il y a aussi des compresseurs. Donc, tout le système en fait de l'eau d'un côté des systèmes depuis le captage de l'eau jusqu'au robinet font intervenir un certain nombre d'équipements consommateurs d'énergie, des pompes notamment. Et puis vous avez toute la partie assainissement qui demande elle aussi de l'aération notamment, qui sont des équipements fortement consommateurs d'énergie. Et donc quand ils vieillissent ou s'ils sont mal réglés, on a des gisements possibles d'économie. Et ça fait partie, vous me disiez, de votre programme donc depuis 2013, c'est ça? Alors, c'est des programmes d'action de 5 ans? Voilà, des programmes de 6 ans. Donc c'est quelque chose qui est intervenu au cours de notre 10e programme, donc 2013-2018. D'accord. Et donc ensuite, dans le cadre du programme suivant, donc le programme en cours qui se termine l'année prochaine, donc là, on a eu des approches, on va dire, un peu préventives ou dans des exigences, dans des conditionnalités. Donc, par exemple, des exigences de certains diagnostics, notamment par rapport à des gros projets d'assainissement où on demandait des bilans de gaz à effet de serre avant de voir si on pouvait subventionner. Donc là, il y avait une recherche préalable de performance dans le domaine énergétique avant d'accorder des aides. Et puis, sinon, on a
toute la panoplie justement de l'optimisation dont je parlais, donc avec notamment un poste qui est important, qui est la limitation des pertes dans les réseaux, hein, la lutte contre les fuites, l'augmentation des rendements. Donc toute cette eau perdue, c'est de l'eau qui a été pompée, qui a été potabilisée en vain. Donc tout ce qui permet d'améliorer les rendements, ça génère autant d'économies par ailleurs. On a aussi des logiques de réutilisation de l'eau, donc là toujours dans de la sobriété, plutôt que d'utiliser de l'eau potable, réutiliser de l'eau qui est déjà dans les circuits. Donc ça concerne quand même beaucoup les industries. Donc on a régulièrement des projets dans ce domaine. Et puis une logique de réutilisation des eaux de pluie. Donc là aussi, pour pouvoir substituer, éviter d'utiliser de l'eau potable. Donc ça, c'est tout ce qui est des logiques de gestion intégrée des eaux pluviales, de désimperméabilisation. Donc on aide, et ça a été renforcé avec notre plan sécheresse de l'automne dernier, l'installation de cuves de récupération, par exemple, dans le cadre d'opérations collectives. Et puis, donc on a augmenté nos taux par rapport au projet de réutilisation à l'automne dernier, suite aux conséquences de la sécheresse. D'accord, donc ça fait effectivement plein de points qu'on pourra développer et de leviers d'action, on le verra. Je crois que vous consacrez une enveloppe assez conséquente pour les dispositifs expérimentaux. Alors ça, pour le coup, c'est tout récent. C'est vraiment quelque chose qu'on vient de mettre au point avec la DAM. C'est-à-dire que, comme vous l'évoquiez, quand on voit la hausse des factures d'énergie dans les systèmes d'eau et d'assainissement, on s'est dit qu'il fallait qu'on réactive justement ce qu'on avait fait il y a quelques années. Et donc on repart sur des logiques où on va pouvoir aider la récupération de chaleur, la méthanisation, la cogénération et le remplacement d'équipements. Donc on a une enveloppe dédiée de 10 millions d'euros. Et donc en fonction aussi du succès que va avoir ce dispositif, on pourra en faire quelque chose de plus pérenne dans notre nouveau programme qui est en cours de réflexion. Vous évoquiez le poids de la facture énergétique dans les systèmes d'eau et d'assainissement. Est-ce que vous avez un chiffre, un élément à nous donner pour qu'on comprenne bien ce que ça représente? Alors j'ai plusieurs chiffres, mais il y a un chiffre qui est le chiffre principal, si on peut dire, c'est que l'ensemble des systèmes publics donc d'eau et d'assainissement, en fait, ça représente 30 à 40% des dépenses d'énergie des collectivités. D'accord. Et donc j'ai un autre chiffre marquant, c'est que les dépenses énergétiques des collectivités ont augmenté de plus de 27% en 2022. Effectivement, on voit bien les ordres de grandeur et c'est utile. Merci beaucoup. On développera tout à l'heure d'autres points. N'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure les uns et les autres sur les points que vos institutions encouragent. Christophe Reif, je me tourne vers vous, de l'ADEME. Je sais que vos deux structures travaillent main dans la main. Vous l'avez déjà dit, Christophe Leblanc. Pour continuer de poser le contexte, où en est-on aujourd'hui de cette crise énergétique que l'on évoque? Vous aussi, vous avez des chiffres et des ordres de grandeur à nous montrer. Voilà, un petit micro. Quand vous m'avez posé la question, je me suis dit, oula, il va falloir résumer ça. Oui, c'est un vaste sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à rentrer dans une période extrêmement trouble. Alors, traditionnellement, à l'ADEME, nous, l'indicateur qu'on utilise, c'est le prix du gaz, qu'on appelle le PEG, qui est un bon indicateur des problèmes énergétiques. Et c'est la base même de tous nos calculs de rentabilité. Lorsqu'on intervient sur des thématiques énergétiques, notre objectif est de ramener toutes les énergies renouvelables à un prix compétitif par rapport à ce PEG. Et donc, du coup, je vous ai mis sur ce graphique en bleu l'évolution de ce prix du gaz qui démarre sur une moyenne en 2016 à 14 € du mégawattheure et qui, aujourd'hui, là, je suis allé chercher le dernier chiffre que j'avais, c'est le 19 juin, on est à 34 € du mégawattheure. Donc, globalement, on est sur une tendance à la hausse du prix du gaz avec un point bas, le Covid, 9 € du mégawattheure. Voilà, et un point haut, la crise ukrainienne en août dernier, où on atteignait les 180 € du mégawattheure. Mais là, on est ici sur le prix de l'énergie primaire. Ensuite, il faut la transformer. Il faut la transformer en électricité ou en chaleur. Et là, à ce moment-là, on considère, nous, qu'entre 2018 et 2020, l'électricité qui était produite à partir du gaz, voilà, c'était 50 à 66 € du mégawattheure. Et sur la chaleur, quand on utilise du gaz, on est entre 42 et 85 € du mégawattheure. C'est le prix de comparaison. Quand vous faites une énergie renouvelable, il ne faut pas vous comparer sur le prix du gaz. Il faut vous comparer sur ces deux valeurs de transformation du gaz dans l'énergie.
Question, pardon, un peu bête, mais Oui. pourquoi si bas pendant le Covid C'est l'offre et la demande. L'offre et la demande. C'est tout l'offre et la simplement. demande. Pendant cette période-là, l'offre était extrêmement réduite. On a atteint nos objectifs de décarbonation de moins 5% pour l'exercice 2020. Mais il faut savoir qu'on aurait dû rester à ce niveau-là et encore baisser. Bon, aujourd'hui, on rattrape notre retard. D'accord. Tout reprend. La vie d'avant, malheureusement, est revenue. Et donc, du coup, une hausse du tarif jusqu'à la crise ukrainienne. Et là, Bien du sûr. coup, là, on voit ces, On connaît les raisons on voit cette, ces pics, cette quoi. fois. Merci. Du coup, quand on regarde le marché de l'énergie sur la partie solaire, enfin pour la partie électrique et la partie chaleur, sur la partie électrique, aujourd'hui, le gaz est à 50 à 66 euros du mégawattheure en électricité. Vous faites de l'éolien terrestre, vous êtes entre 50 et 71. Vous faites du solaire photovoltaïque entre 45 et 81. Ça dépend en fonction des puissances, des tailles, etc. Et aujourd'hui, dire est-ce que le solaire il est rentable? Oui, il est au même niveau que les énergies fossiles. Mais quelle va être l'évolution plus tard? C'est très compliqué de le dire parce qu'il y a une telle volatilité du prix du gaz. On voit la crise ukrainienne passer. Je ne suis pas convaincu qu'on n'ait pas de nouveau ces nouveaux pics en 2023 et en 2024 avec d'autres tensions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, se comparer au prix de l'électricité et gaz, ce n'est pas forcément très judicieux parce qu'on n'a aucune visibilité sur le prix du gaz. Voilà, donc il faut être très prudent. Donc nous, on peut très clairement considérer aujourd'hui que les énergies électriques renouvelables sont d'ores et déjà compétitives. Voilà, ça c'est déjà une première bonne nouvelle. Bonne nouvelle. L'autre élément, si on regarde sur la partie chaleur, là on est sur des techniques avec des très grandes variations de tarifs. Le solaire thermique, ça passe de 40 à 165 euros du mégawattheure. La géothermie profonde, la plus stable, la mieux connue, entre 15 et 55 euros du mégawattheure. Le bois industrie, notamment entre 26 et 76. Ce qui est intéressant, c'est la chaleur fatale. Et ça, c'est intéressant pour les stations d'épuration. En moyenne, entre 5 et 36 euros du mégawattheure. Pourquoi une telle différence? C'est en fonction tout simplement de la qualité de l'énergie. Vous avez une énergie fatale basse température et les industriels vont jusqu'à chercher du 40 degrés ou du 30 degrés. Sur station d'épuration, vous allez même chercher beaucoup plus bas, dans les 15-18 degrés. Et d'autres vont chercher des températures beaucoup plus élevées. Et là, du coup, ils la vendent un peu plus cher. Voilà. Mais là, pareil, comme tout est indexé sur le prix du gaz, je pense que ne faire qu'une comparaison financière, ce n'est pas intéressant. L'objectif de ces flèches, de ce chapelet de flèches, c'est de vous dire que finalement, est-ce que ce n'est pas intéressant de payer un peu plus cher, mais d'avoir de la stabilité dans ces ressources énergie? Pour avoir discuté avec quelques industriels, moi je pensais qu'ils faisaient des économies pour réduire la facture. Il y en a beaucoup qui l'ont fait pour ne serait-ce qu'avoir du gaz. Ils étaient prêts à payer une fortune, ce prix du gaz. Ils pouvaient aller jusqu'à 200, 250 euros du mégawattheure. Leur crainte, eux, c'était de ne pas en avoir. C'était vraiment ça la crainte. C'est la coupure, donc, c'est la coupure. à l'autre bout de la chaîne. C'est la coupure. Vous aviez un indicateur de risque de coupure d'électricité. Vous aviez la même chose pour le gaz. Oui. Et c'était un vrai enjeu. Ils sont prêts à payer plus cher pour avoir cette stabilité. Et donc aujourd'hui, sur la partie gaz, vous avez 34 euros du mégawattheure, c'est le tarif du jour. Aujourd'hui, la méthanisation est à entre 72 et 112 euros le prix de production de ce gaz. Alors pourquoi on en a? Parce que c'est encore subventionné. Hein. On voit bien que sur la chaleur, c'est là où on retrouve, sur ces sujets-là, vous retrouvez toutes les aides de l'ADEME. C'est pour rabattre tous ces rectangles, pour les rabattre vers cette courbe chaleur-gaz. Et donc il y a encore besoin d'aide. Mais je pense aujourd'hui de moins en moins parce que les industriels sont prêts à payer cette stabilité du prix. Ouais. D'accord. On vous l'avait dit aussi, il y a eu une baisse des consommations liée à ça. Pour répondre à cette crise, c'était quoi, de l'ordre de 10%, c'est ça, vous m'aviez dit? Oui, en moyenne, si on corrige de l'effet climat, parce qu'on a effectivement eu un été très chaud, on a quand même baissé de 10%. Pour moitié les industriels, pour moitié les ménages. Les ménages, ils étaient couverts par un bouclier, donc c'était plus quelque chose de psychologique qu'autre chose, mais ils ont contribué à cette baisse. Après, le prix de l'énergie, pour les industriels, a contribué. Donc, mais globalement, on a baissé plus que 10%, on a baissé de 15%. Mais
on a eu un hiver doux. Hors Si cette effet année- météo. Hors effet météo, ouais. D'accord. Merci pour ces éléments chiffrés, mais juste une dernière petite question pour rebondir aussi sur ce que disait Monsieur Leblanc. Vous avez des dispositifs de financement et d'aide aussi à l'ADEME et vous travaillez en étroite collaboration. Est-ce que vous voulez mettre en avant 2-3 dispositifs? Alors, classiquement, l'ADEME intervient sur les industriels et les collectivités qui travaillent sur l'eau de la même manière que pour les stations d'épuration, pour l'eau potable, que pour les industriels du bâtiment ou de la sidérurgie. On intervient donc sur tout ce qui est études d'optimisation énergétique complet, sur les équipements qui permettent de récupérer la chaleur fatale, et en complément de ces aides qui sont inscrites dans le cadre du programme Climaction, donc en fonction des types de puissance, c'est soit la région qui porte l'aide, soit c'est nous. Et en complément, vous avez aussi pour certains équipements, notamment les moteurs électriques qui font tourner vos pompes, des certificats d'économie d'énergie. Par contre, on a toujours eu cette volonté à l'ADEME Grand Est de travailler en collaboration avec les autres opérateurs et collectivités qui veulent aller sur le sujet. Donc on a créé le programme Climaction de façon générale. Et puis quand l'Agence de l'eau est revenue nous voir en disant voilà, nous, on veut travailler sur l'énergie, eh bien, on s'est dit chiche, faisons un équivalent d'un Climaction qu'on a avec la région. Ça, c'est un Climaxo, un Climacto. Et aujourd'hui, on est en train de développer cette notion de guichet unique. Ça veut dire que quand vous avez une efficacité énergétique qui se développe sur un métier de l'eau, voilà, on passe le relais à l'Agence de l'eau, qui connaissent mieux les systèmes, qui connaissent mieux les territoires, qui ont un dispositif et des budgets qui sont dédiés. Donc voilà, une opération qui se développe sur tout le bassin Rameuse. Après, on a Seine-Normandie et puis Méditerranée-Corse, où là, du coup, on continue à travailler de façon globale. Mais voilà, l'enjeu est de simplifier cette notion de guichet unique. Vous avez un partenaire au quotidien pour tout ce qui est production d'eau potable et épuration, que ce soit le même quand vous parlez énergie. On conservera quand même, quand il y a la production d'électricité, un panneau photovoltaïque, par exemple. Voilà, là, on reste sur une aide Climaction qui est opérée par l'ADEME. Et lorsqu'on sort de la chaleur fatale d'une station d'épuration pour l'injecter sur un réseau de collectivité, là, à ce moment-là, il y a une réflexion très poussée à avoir avec la collectivité sur le type de réseau, le type d'énergie, la comparaison avec d'autres énergies renouvelables. Et donc là, on continuera d'accompagner les collectivités sur ce point-là. Mais sinon, sur tout le reste, dès qu'on est sur de l'eau, Agence de l'eau. Agence de l'eau. Et on voit bien que vous travaillez bien ensemble. Merci à vous deux. On reviendra vers vous dans quelques instants. Je continue notre premier tour de table. Christelle Léry, voyons concrètement comment est vécu le sujet côté collectivité, en l'occurrence la région Grand Est. Vous aussi, vous allez nous le dire, vous travaillez en collaboration avec l'Agence de l'eau. Comment vous avez traversé cette crise ? Alors en fait, au niveau de la région, on n'a pas de dispositif direct. Mais par exemple, on va plutôt travailler sur le grand cycle de l'eau, parce qu'on a pu voir également, on a fait une action, parce qu'on a pu voir, notamment grâce à un projet Interreg piloté par la Pronac, au niveau des zones de captage, on avait beaucoup de pesticides. Donc on s'était... Oui, voilà. Donc avec la diapo, c'est mieux. Donc on s'est dit effectivement que la région elle est plutôt sur du préventif, parce que le curatif coûte cher, notamment pour tout ce qui est distributeur d'eau. Donc, qui du coup, in fine, va au niveau des consommateurs. Donc, le but, en fait, là, c'était de voir 19 captages qui étaient assez pollués. Donc, on a pu signer avec 47 partenaires, donc que ce soit la région, l'Agence de l'eau, l'État, la Chambre d'agriculture et également les organismes stockeurs. Donc, c'est les organismes qui livrent, en fait, tout ce qui est engrais, herbicides, etc. Donc, on a regardé avec eux pour vraiment limiter ces zones de captage, pour baisser de 50% les herbicides au niveau de ces zones de captage et protéger l'eau courante qu'on boit tous les jours. Bien sûr. Et on a pu voir effectivement qu'on avait une nette amélioration sur ces zones de captage. Et d'ici 2023-2027, on passe de 19 captages à 40 captages. D'accord. Donc on a vu petit cycle de l'eau, grand cycle de l'eau, c'est des leviers pour agir et pour effectivement réduire la facture. Merci beaucoup. On reviendra vers vous. Vous allez nous présenter aussi des projets tout à l'heure, sauf si vous aviez un autre élément maintenant. Oh non, c'était par rapport à l'Agence de l'eau, mais ça a déjà été dit. Donc. Ok. Thierry Chal, comment l'Eurométropole de Strasbourg, cette fois, autre collectivité, s'est-elle adaptée à ces tarifs 2022 hors normes ? Tout d'abord, on a dû les assumer, oui. les intégrer dans nos budgets et trouver en fait des solutions.
pour effectivement continuer à fonctionner. Autant, je dirais, sur les autres périmètres que celui que je couvre, mais je dirais, on a dû faire face en fait à cette augmentation très importante, et on l'a d'ailleurs même vécu dans chacune de nos communes. Là, on a fait un bilan, par exemple, sur ma commune, on a multiplié la facture de gaz à 5,86 exactement, entre la facture de gaz de l'année dernière et la facture de gaz de cette année. Alors, sur la métropole, on a déjà dans le mandat dernier engagé en fait des réductions de nos consommations, qu'elles soient électriques, gasoil et fuel. La première en fait, je dirais, réduction que l'on peut noter, c'est grâce en fait au rendement de nos réseaux de distribution en fait d'eau potable, où on atteint aujourd'hui 90% de rendement. Ça veut dire que toutes les pompes qui permettent en fait de transporter l'eau, et ben quand vous pompez 1 litre, et ben vous distribuez 0,9. Si vous pompez en fait 1 litre et vous distribuez 0,5, forcément vous avez un accroissement de la consommation. Donc le rendement des réseaux, qui d'ailleurs en fait nous est demandé au-delà de 85%, hein, qui je dirais est la valeur je dirais nominale souhaitée. Moyenne, nous on est à 90 aujourd'hui, et on est très fiers de cela parce que elle reflète je dirais les investissements qui sont réalisés tout au long en fait de l'année, tout au long en fait des mandats pour la gestion patrimoniale de l'eau potable. Le deuxième point, c'est au niveau de la station d'épuration de la Vente-Senot, qui est une station d'épuration en fait très importante, hein. C'est la 3e ou la 4e station d'épuration de France, qui représente une production en fait d'1 million équivalent habitants. Sur celle-ci, il y a forcément beaucoup de consommation électrique, parce qu'il y a beaucoup d'équipements, des pompes, je dirais des mélangeurs, enfin moins technique que mes collègues autour de la table, mais néanmoins on a des équipements techniques qui consomment beaucoup d'électricité. Et puis on a un four d'incinération des boues qui, lui, consomme du fuel. Et grâce en fait à l'obtention de l'autocombustibilité, on a pu réduire notre consommation de fuel de 1000 m3. Ça veut dire réduire la consommation de fuel de 80%. Donc à ce niveau-là, il y a eu de très très gros efforts de réaliser. Également, je dirais donc sur, on le disait tout à l'heure, le remplacement d'équipements, le remplacement des véhicules. On a pu réduire notre consommation annuelle électrique en 2018 déjà de 48 gigawatts-heure et en 2022 de 41 gigawatts-heure. Donc on a une baisse de 15% en fait de la consommation électrique. Et puis in fine, l'augmentation qu'on a vécue l'année dernière des coûts énergétiques représente près de 10 centimes par mètre cube d'eau distribué par la métropole, hein. Donc on distribue 35 millions de mètres cubes d'eau par an, donc 10 centimes par mètre cube supplémentaire en coût pour la métropole, alors qu'on le facture in fine que 3 centimes au mètre cube à l'usager. Donc il y a là un équilibre, je dirais, budgétaire à réaliser, à travailler, et puis à chercher en fait toutes les pistes d'optimisation possibles. Est-ce que de manière générale, cette crise, elle a accéléré des logiques de réduction, d'optimisation qui étaient déjà finalement impulsées parce que c'est du bon sens et parce qu'on va vers les économies? Est-ce qu'elle a accéléré, mais vous étiez déjà dans cette dynamique en fait? Alors elle l'a forcément accéléré parce qu'on a dû s'adapter. Et donc là, il y a une nécessité d'agilité des collectivités, quelle que soit d'ailleurs leur taille, et de trouver de nouveaux vecteurs assez rapidement pour avoir effectivement un résultat encore sur l'exercice 2023 et qui puisse ensuite perdurer. Merci pour ce premier tour de table. On voit bien la contrainte qui a pu peser sur les collectivités et les gestionnaires d'installations, d'assainissement et d'eau potable. Pour aller plus loin, Christophe Leblanc, on va le voir, un des leviers d'action pour réduire la facture énergétique est de soutenir des innovations, des expérimentations qui vont permettre de moins consommer. Vous en avez cité tout à l'heure, mais on peut rentrer un peu dans le détail, ou de produire de l'énergie à partir des installations d'assainissement ou d'eau potable. Est-ce que vous avez des exemples que vous soutenez Alors oui, il y a différents exemples. On peut citer un exemple d'un voisin, on va dire, de l'Eurométropole, c'est le syndicat des eaux d'assainissement d'Alsace-Moselle, donc avec sa station d'épuration de Saverne. Donc ils ont commencé par une étude de performance énergétique, hein, donc
type d'études qu'on peut prendre en charge aussi, auxquelles on peut apporter des subventions. Donc ils ont ensuite remplacé des surpresseurs d'air, et puis ils ont optimisé le processus d'aération, et grâce à ces équipements, ils ont réduit de 15% leur consommation d'énergie. Donc quand on sait, parce que tout à l'heure je vous donnais le chiffre de la part des systèmes d'eau et d'assainissement dans les consommations d'énergie des collectivités, en fait la part assainissement est la plus importante sur l'ensemble eau plus assainissement, et notamment le fonctionnement des stations est fortement consommateur d'énergie. J'ai aussi un exemple du côté de Metz, où donc ils ont remplacé leurs moteurs par des moteurs haut rendement. Ils ont aussi mis en place des variateurs de vitesse. Et puis, par rapport à la valorisation de chaleur dont on parlait, ils ont mis en place de la récupération sur les turbocompresseurs. Et grâce à ça, ils ont réduit leur consommation de gaz de 23%. Donc on voit qu'il y a des résultats très intéressants possibles. Il y a deux idées, si je ne me trompe pas, dans les projets. La première, c'est de réduire notre consommation, et l'autre, c'est de produire notre propre énergie, en fait. C'est ça l'avenir. Alors, disons que par rapport à l'équation qu'on évoquait, compte tenu de la hausse de l'énergie, forcément, il y a deux axes possibles. Le premier, c'est d'essayer de réduire les coûts de fonctionnement, et donc M. Schall en a parlé. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense que ce qui est intéressant aussi, au-delà du premier réflexe qui est de serrer sur les frais de fonctionnement, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire comme investissement performant qui va justement me permettre de baisser mes coûts de fonctionnement, parce que le risque aussi, c'est que à vouloir trop réduire les dépenses de fonctionnement, en fait on ne dégage pas suffisamment d'excédents pour financer les investissements, donc en fait on freine l'investissement. Donc à travers des investissements intelligents, entre guillemets, en tout cas ciblés sur les gains énergétiques, on réussit à faire baisser la facture du fonctionnement. Et donc ensuite, on a d'autres exemples possibles à travers ce que je vous mentionnais tout à l'heure, des mesures de notre plan sécheresse. Donc un exemple local aussi à Strasbourg, on a le service départemental d'incendie et de secours, donc les pompiers, qui ont mis en place un système de détection des fuites, puisque là aussi, pour pouvoir agir et améliorer cette performance des réseaux, encore faut-il prendre la peine de rechercher les fuites, donc de s'équiper. Donc il y a des équipements qui existent en la matière. Et puis on peut citer aussi donc des cuves de récupération. Donc j'ai plusieurs exemples, des petites communes, commune de Maubert-Fontaine dans les Ardennes, donc 1000 habitants, Brettnack en Moselle, où il y a Oberlotterbach dans le Bas-Rhin. Donc ils ont mis en place des cuves de stockage pour récupérer l'eau de pluie, qui leur permettent de ne pas avoir à aller chercher de l'eau potable. Et puis comme aussi l'évoquait Madame Léry, toutes ces approches sur les solutions fondées sur la nature permettent de préserver la qualité de l'eau, et donc moins on a à traiter l'eau et plus on peut faire d'économies. Merci. On voit bien que chaque commune, chaque collectivité va regarder là où elle peut agir et va essayer de trouver une solution adaptée à chaque situation. Christophe Reif, vous aussi, vous soutenez des innovations qui vont permettre d'agir de manière indirecte donc, sur cette facture énergétique en produisant de l'énergie. Alors, si je ne me trompe pas. Innovation dans la volonté de la collectivité de faire. Aujourd'hui, il y a un très gros enjeu qui est le merit order, comme on dit, les meilleures énergies renouvelables. La meilleure énergie renouvelable, c'est bien sûr celle qu'on ne produit, qu'on ne consomme pas. Donc, mais ensuite, derrière, quand on a besoin d'énergie, il y a quand même la chaleur fatale. Parce que derrière, on n'a pas d'impact. On va récupérer quelque chose qui était perdu. Quand on parle de bois, quand on parle de géothermie, même quand on parle de solaire, vous avez les empreintes au sol, vous avez de la préservation. La chaleur fatale, c'est intéressant. Et on commence à avoir des collectivités qui voient un vrai intérêt d'aller récupérer cette chaleur fatale des eaux résiduaires. Un avantage, un inconvénient. Inconvénient, elle est chargée et basse température, 15 degrés, ce qui veut dire que vous ne serez pas dans les tarifs de 5 à 35 euros de chaleur fatale récupérée sur STEP, parce qu'il va falloir... C'est l'équivalent d'une géothermie. D'une géothermie sur nappe, vous allez chercher l'eau, vous allez chercher la chaleur dans l'eau. Par contre, l'énorme avantage, c'est que c'est quasiment constant sur l'année. Vous avez une vraie visibilité et là, c'est un vrai plus. Et on a, par exemple, aujourd'hui, la communauté de communes de Frémin-Merlebach en Moselle qui a une piscine.
juste à côté, à 300 mètres, il y a une station d'épuration. Et ils sont en train de comparer la chaleur fatale de la station d'épuration par rapport à du solaire thermique, et tous ces avantages de cette chaleur fatale ressortent. Et justement, cette production H24, 7 jours sur 7, ce que ne peut pas faire le solaire thermique parce que du coup, il faut faire des bassins tampons. Et là, on voit une vraie compétition financière, un vrai intérêt économique à aller sur cette chaleur fatale. Donc, on est en train de finaliser cette étude avec eux. Bon, j'ai bon espoir qu'on aille récupérer cette chaleur fatale parce qu'il y a un vrai intérêt. Maintenant, d'un autre côté, une piscine à côté d'une station d'épuration, il n'y en a pas beaucoup. Ça peut paraître un peu. Ça peut paraître un peu. Ça peut Contre choquer. Mais là, ça existe. Mais ensuite, vous avez aussi des réseaux de chaleur qui peuvent passer à côté des stations d'épuration et qui peuvent être injectés. Donc, on travaille avec eux sur le sujet. On sera sur un tarif, je pense, très proche de celui d'une géothermie qui était, je vous le rappelle, assez compétitif. Donc, un peu de subvention quand même pour ramener, mais extrêmement compétitif et surtout sur une chaleur perdue. Avec la stabilité dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Vous m'aviez parlé, je crois, de la station du Grand Nancy. Oui, alors il y a les projets innovants aujourd'hui, mais là on a l'EMS qui est présent aussi et qui donne un exemple très local. C'est bien entendu profiter du caractère méthanogène de la matière organique et de la boue de station d'épuration. Pourquoi s'embêter à aller transporter cette boue à l'extérieur sur des stations, sur les unités de méthanisation extérieures? Ça peut être fait sur place. Mais donc, effectivement, on a travaillé avec le Grand Nancy pour épurer le gaz qui produisait déjà sur place et l'injecter dans le réseau. Mais une opération bien plus d'envergure. Je vous laisserai en parler, clairement. D'accord. Vous pouvez vous compléter les uns les autres. Et je crois que juste noter qu'il y a un observatoire de la méthanisation, c'est ça, vous me disiez, qui peut permettre aussi de pointer des endroits où intervenir avec des projets. Qui produit quoi? Oui, mais je dirais le gros avantage, c'est que on peut presque envisager la méthanisation à toute taille de station d'épuration. Il y a une dizaine d'années, on a même travaillé et financé une unité de méthanisation sur la station d'épuration de Fauche-Villers. Je crois que ça produisait suffisamment de gaz pour faire tourner un petit moteur de 25 kW électrique. Voilà. Et donc là, on peut se demander, mais quel est l'intérêt? Le premier intérêt, c'est que ça permettait de quand même rabattre le taux de matière organique, donc il y avait un intérêt en termes d'assainissement, et il y avait la plus-value de la production d'électricité, donc on l'a accompagné dans ce sens-là. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, l'idée est plutôt de travailler sur tout ce cycle de l'eau de façon bien plus forte, et c'est pour ça qu'on passe le relais sur cette partie méthanisation sur station d'épuration à l'agence de l'eau. Merci beaucoup. Christelle Léry, je vous redonne la parole. On vient de voir des exemples sur le petit cycle de l'eau, comme on le disait. Vous, c'est plutôt le grand cycle de l'eau. Quel est le projet que vous vouliez mettre en avant? Alors oui, effectivement, on voit bien l'intérêt des énergies renouvelables aujourd'hui. D'ailleurs, le SRADET propose de tripler les énergies renouvelables d'ici 2050. Et je voulais vous montrer plus particulièrement 2 projets de la région. Donc, il faut savoir que la région est gestionnaire de l'île en aval de Colmar jusqu'aux portes de l'Eurométropole. Et on a plusieurs centrales hydroélectriques. Et la dernière, il s'agit du barrage B2, donc en aval de Colmar. Donc, on peut voir que c'est une production d'à peu près 170 foyers. Donc, c'est à peu près le village juste à côté, donc c'est Port-du-Rhin. Et on retrouve une continuité écologique parce qu'on a refait une passe à poissons et également touristique parce qu'on a une passe à canoë, ce qui est quand même plutôt rare, donc il faut quand même le souligner. Ensuite, on a également un autre projet, donc c'est deux centrales hydroélectriques avec la commune de Muttersholz. Donc c'est vraiment un projet commun, la ville de Muttersholz et la région Grand Est. Et là, on peut, via une SPL Dorf Énergie, donc c'est moitié région, moitié Muttersholz. Et là, on va sur une production à peu près de 200 foyers. Et l'année prochaine, on a encore un autre projet de barrage hydroélectrique. Merci beaucoup. Thierry Schall pour l'EMS. On va parler de ce projet pour lequel on vous a laissé la parole, autre témoignage de collectivité. Quel est ce projet? Dites-nous. Alors, au niveau de la station d'épuration de la Vansenau, donc nous avons déjà depuis une dizaine d'années
une station qui s'appelle en fait Biogénère, hein, qui permet en fait de récupérer le biogaz produit dans les méthaniseurs. Et ce gaz est réinjecté en fait dans le réseau de distribution sur le territoire de la métropole de Strasbourg. À ce jour, on produit 17 gigawatts-heure par an de biogaz réinjecté en fait dans le réseau. Et à l'horizon 2028, on devrait en fait réussir à injecter jusqu'à 24 gigawatts-heure par an dans le réseau. D'accord ? Donc en travaillant encore l'optimisation, je dirais, de cette méthanisation sur cette station d'épuration. Deuxième volet, on va remplacer le four d'incinération des boues pour justement en fait travailler la chaleur fatale. Aujourd'hui, il n'y a pas de récupération de chaleur sur ce four. C'est un four, il faut quand même savoir qu'il y a au moins une trentaine d'années. Et on va avoir aujourd'hui pas loin de 4 à 5 ans avant de réussir à le mettre en service, puisqu'il va falloir qu'on continue à utiliser l'ancien, à produire, à mettre en œuvre le nouveau et ensuite à déconstruire l'ancien. Assurer la transition. Exactement, hein, parce qu'on a une continuité de service public à assurer malgré tout. Hein. Et donc, ce four-là va nous permettre de récupérer de la chaleur fatale et de le réinjecter dans un réseau de chaleur qui est en train être mis en œuvre au niveau du port au pétrole. Et donc là, on devrait réussir à produire, excusez-moi, je cherche juste le chiffre exact, une vingtaine de gigawatts-heure par an d'énergie fatale dans le réseau. Qu'est-ce que ça représente pour une béotienne comme moi ? Alors, tout à l'heure, on avait un chiffre, un peu moins d'1 million, 1 gigawattheure pour 170 foyers. Donc, on va dire, allez, 1 gigawattheure pour 250 foyers. Vous multipliez par 20. Okay. Vous voyez ce que ça peut, donner. À peu près. Enfin, je n'ai jamais été très bonne en maths, donc c'est pas rien. C'est pas rien. Globalement, ça va nous permettre effectivement de contribuer en fait à la politique énergétique de leur métropole de Strasbourg et je dirais d'utiliser cet équipement qui est un équipement industriel. Hein, ces stations d'épuration, c'est vraiment un équipement industriel qui nécessite en fait de la technicité, des agents qui connaissent très très bien en fait leur travail et puis une production 24/7. Voilà. Dernier volet, on va également mettre en œuvre des panneaux photovoltaïques, alors soit sur les bassins d'orage, soit au niveau de la station d'épuration, pour là aussi produire de l'énergie et réduire en fait notre consommation entrante, en tout cas facturable par les producteurs d'aujourd'hui. Et là, ne serait-ce que sur la station de la Vente-Senot, on devrait réussir à produire 1,5 gigawattheure par an d'énergie solaire. Voilà, donc ça c'est effectivement au niveau de la production d'énergie. À côté de ça, on a tout ce qui en fait concerne la poursuite de la sobriété. Donc quand on parle de désimperméabilisation en fait des voiries, des cours d'école, gestion en fait des eaux pluviales, donc des connexions et imperméabilisation, traitement à la parcelle des eaux pluviales. Pardon, je cherche le mot maintenant. Et donc c'est tout de l'eau que vous n'avez pas à faire transiter par les réseaux. Donc ça veut dire que c'est tout du pompage et du traitement derrière en arrivée à la station d'épuration que vous n'avez pas réalisé et par conséquent en fait une énergie que vous ne consommez pas. Donc vous avez une réduction en fait de la consommation grâce à tous ces dispositifs et investissement et désimperméabilisation des surfaces sont subventionnés notamment par l'Agence de l'eau, on a l'ADEME qui est derrière nous et puis également la région Grand Est pour amener du financement et permettre effectivement la réalisation de ces projets-là. Cette désimperméabilisation, cette gestion intégrée des eaux pluviales, je signale au passage qu'on a une conférence là-dessus demain matin si vous voulez nous suivre et donc on pourra développer ce sujet. Mais est-ce que c'est aussi un levier que vous préconisez tous les trois parce que effectivement ça réduit la facture de traitement, d'acheminement. Enfin voilà, c'est un bon levier cette gestion intégrée. Christophe Leblanc ? Oui, clairement. Donc, ça fait plusieurs années que l'Agence de l'eau, par rapport à d'autres agences, est assez en pointe en la matière. Et donc, on a des gens qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine. Donc, M. Schall citait les cours d'école. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. On est à déjà plus de 110 projets de cours d'école dans le bassin Rameuse qui sont subventionnés. Il y a pas mal d'inaugurations qui ont lieu en ce moment.
Et donc, ce sont des projets emblématiques. Et donc, ce qu'on espère, c'est que ça va donner aussi envie de désimperméiser d'autres structures, donc des places de village, des parkings. J'ai vu là tout à l'heure en arrivant qu'il y avait des parkings avec des carrés qui permettent d'avoir de l'infiltration autour des pavés. Donc, je vois que l'idée se développe. Et puis, donc, c'est aussi, M. Chal l'évoquait, ce qui permet d'éviter d'avoir ce qu'on appelle les eaux claires parasites à traiter dans les stations d'épuration. Donc on a vraiment de multiples avantages. Un autre avantage étant celui de pouvoir faire baisser la température au sol et donc l'air ambiant, donc dans les cours d'école, mais surtout les parkings également. Vous pouvez gagner plusieurs degrés donc, par rapport à ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Donc c'est vraiment un effet supplémentaire très appréciable. Et ce sont des laboratoires après qu'on peut éventuellement dupliquer à plus grande échelle, on imagine. Oui, je voulais juste ajouter effectivement que la métropole s'était engagée dans le mandat précédent et le poursuit d'ailleurs à subventionner avec l'aide de l'agence de l'eau les particuliers et les collectivités qui souhaitaient effectivement déconnecter les eaux de toiture. Donc les toitures des réseaux d'assainissement et permettre l'infiltration de l'eau à la parcelle. Donc on a un certain nombre effectivement de particuliers et de collectivités qui y vont. Et aujourd'hui, c'est même inscrit dans le PLU en termes de règles pour les nouvelles constructions, pour que l'eau de pluie soit gérée à la parcelle et non plus en fait renvoyée dans le réseau d'assainissement. Ça, c'est vraiment l'idéal, c'est-à-dire à partir du moment où ça devient vraiment une règle de gestion de l'urbanisme, ça veut dire que là, on change vraiment d'échelle et qu'on n'est plus sur le volontariat, mais on est vraiment dans l'obligation pour tous les nouveaux projets de suivre ces nouvelles règles. Et c'est vraiment comme ça qu'on pourra obtenir des résultats massifs. Merci. On fait le débat de demain avant l'heure, mais c'est parfait. Ça me donne encore des idées et puis demain complétera. Est-ce que l'enjeu avec tous ces projets que vous évoquez, c'est mis bout à bout, même si ça ne remplace pas la consommation classique, je dirais. Est-ce que mis bout à bout, ça peut venir quand même rendre moins dépendant de ce gaz qui vient de Russie? Est-ce qu'il y a un enjeu aussi de souveraineté? Parce que finalement, on est entre politiques, donc parlons politique. Du coup, là, vous titillez une fibre à l'ADEME qui est celle de la sobriété. Oui. C'est la première chose à avoir, c'est la sobriété, travailler sur nos besoins. Quand j'entends parler de l'eau de pluie, on va éviter de la collecter, on va la remettre dans l'infiltration dans les sols. C'est exactement ce qu'on fait sur d'autres sujets, notamment sur les déchets. L'eau de pluie, elle est là, il faut la gérer, mais pourquoi la gérer collectivement ? On peut entre guillemets le laisser au niveau du ménage. Pour les biodéchets, c'est pareil, ils peuvent le composter, etc. Cette notion aussi de sobriété, de besoin, d'économie d'eau. Moins vous consommez d'eau à la maison, moins vous en mettez dans le réseau, donc moins vous en traitez. Voilà, cette notion de sobriété, elle est indispensable, notamment pour atteindre les fameux 4 scénarios que je donnais tout à l'heure. C'est 50% du travail qui est fait. Donc vraiment, en 1, sobriété, ça ne se discute pas. Sobriété et moins dépendre des contraintes extérieures. Allez-y, monsieur. Pour aller dans le même sens sur la consommation d'eau potable et sur la distribution d'eau potable, on voit que depuis une vingtaine d'années, 20-25 ans, la consommation, en fait, elle est plutôt flat. On distribue à peu près les mêmes quantités d'eau chaque année, malgré l'augmentation en fait, de la population et malgré l'augmentation en fait, de l'activité économique au sens large du terme. Ce qui veut bien dire qu'il y a des bonnes pratiques qui sont prises dans chaque ménage et que les industriels s'y sont mis aussi pour effectivement optimiser leur process de fabrication et réduire la consommation d'utilisation d'eau potable. Donc ça, c'est bien un indicateur de sobriété, de recherche effectivement de l'eau que je ne consomme pas, c'est une eau qui ne sera pas facturée. Bien sûr. Christelle Léry, Christophe Leblanc, sur ce point, vous vouliez ajouter? Il y a encore un gros potentiel quand même du côté des industriels. Et donc, du côté de l'agence de l'eau, on propose ce qu'on appelle des contrats eau, donc avec les collectivités, d'une part des contrats territoriaux, et aussi avec les industriels, les contrats eau climat. Et donc, on est en phase de signature là, avec une grosse entreprise dans le Haut-Rhin qui s'appelle Constellium, qui est le 3e plus gros préleveur d'eau dans le bassin Rhin-Rhône.
Et donc, ils ont déjà en tête de pouvoir réduire de 10% leur prélèvement d'eau. Donc, comme on est sur des volumes qui sont très importants, on peut tout de suite avoir des résultats qui sont massifs. Donc, comme le disait M. Schall, on voit que beaucoup d'entreprises ont cette préoccupation, mais maintenant, il faut que là aussi, on puisse passer à un autre niveau, que ça se généralise. Oui. Dans cette question, effectivement, de réduction d'utilisation de l'eau potable, vous l'avez évoqué tout à l'heure, M. Leblanc, c'est la réutilisation des eaux usées. C'est un vrai challenge, c'est un vrai sujet. Ça est présent au niveau national d'ailleurs, notamment par rapport aux annonces du président de la République Emmanuel Macron. Et sur la métropole et sur la station d'épuration de la Vente-Senot, on aura une station d'épuration qui utilisera en fait 700 000 m3 d'eau réutilisée par an à partir, j'espère, de 2024-2025. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, a priori, on ne devrait quasiment plus consommer d'eau potable prélevée en fait dans la ressource. Et ça, ce sera possible pour effectivement la gestion du process au sein de la station d'épuration. C'est vrai que si on peut avoir des stations qui sont elles-mêmes exemplaires en termes de consommation d'eau, c'est quand même bien. Et je crois que vos homologues de Colmar ont un projet équivalent. Donc on voit que les grandes collectivités sont souvent à la pointe dans ce genre de projet. Merci beaucoup. Est-ce que, question un petit peu de journaliste, désolé, mais est-ce que ces dépenses, cette facture énergétique qui a grossi dans les collectivités, elle a pu compromettre d'autres projets d'investissement? Elle a pu tellement peser qu'elle a eu des conséquences sur la gestion de vos collectivités? Question un peu piège peut-être. Ouais, non, c'est pas un piège. Alors déjà, la facture énergétique, on l'a dans le budget de fonctionnement, pas dans le budget d'investissement. Néanmoins, en fait, il y a des transferts entre le budget de fonctionnement et d'investissement par ailleurs. Donc évidemment qu'on a un impact fort sur notre budget de fonctionnement qui nécessite en fait de revoir comment on va financer nos investissements. Donc à votre question, je pense que les projets n'ont pas forcément été annulés, mais certains ont été plus en fait répartis dans le temps. Et au lieu de réfléchir sur 3 ou 4 ans, on va peut-être réfléchir sur 6 à 7 ans pour certains dossiers. Christelle Léry, au niveau de la région? Alors au niveau de la région, effectivement, nous, on a eu un impact fort par rapport au lycée. Parce qu'effectivement, la hausse des énergies nous a coûté à peu près 60 millions pour cette année. Donc ça a un impact fort pour tout ce qui est investissement, fonctionnement, effectivement. Après, pour limiter les coûts, on met en place des panneaux photovoltaïques au niveau des lycées, sur les toits des lycées. Et on essaye de limiter les ressources, moins consommer mieux, effectivement. Et puis on essaye aussi d'éduquer les enfants, éteindre la lumière quand on sort, fermer l'évier, voilà. Effectivement, on essaie de trouver des petits gestes, en fait, pour que... c'est des petits gestes qu'ils apprennent aujourd'hui et qu'ils pourront utiliser demain. Oui, qui sont mis bout à bout, encore une fois, à l'échelle de toute une région et de tous ces lycéens. Ça compte, Monsieur Raif. Ouais. Alors, quand on discute avec les collectivités, le prix de l'énergie, on est forcément avantagé parce que ça pousse vers les énergies renouvelables. Par contre, la variation du prix de l'énergie, notamment de l'électricité, ça rend très complexe le choix stratégique d'une collectivité d'entrer sur une énergie renouvelable ou une autre. Je prends l'exemple d'une collectivité, je ne peux pas vous donner le nom parce qu'ils sont en pleine réflexion. Ils hésitaient entre de la chaleur fatale et du bois énergie. On avait travaillé avec eux sur du bois énergie. On dit écoutez, laissez tomber, faites plutôt de la chaleur fatale. Ils étaient OK, mais entre-temps, le prix du mégawattheure est monté à 250 €. Et quand on est sur de la chaleur basse température, c'est un compresseur. C'est une pompe à chaleur qui fonctionne à l'électricité. Et ce qui fait qu'après la contractualisation, la rentabilité passait du côté du bois. Voilà. Alors que dans le merit order dont j'évoquais, c'était quand même plutôt chaleur fatale. Et on rajoutait à ça en plus éventuellement des risques de ne pas avoir cette chaleur. Voilà. Ça rendait vraiment le calcul économique compliqué. Et j'espère bien qu'on a reconvaincu la collectivité en disant attendez, le bois énergie, c'est quand même, ça va augmenter un peu comme le gaz. Donc vous serez aussi dépendant d'un fournisseur. La chaleur fatale, c'est intéressant. Mais voilà, il faut se dire, il y a une prise de risque sur le prix de l'électricité qu'on a moins sur d'autres énergies renouvelables. Donc ça rend les graphiques que je vous ai donnés particulièrement incertains. C'est les 3 petites flèches.
comment comparer ce prix des ENR par rapport à du fossile. Ouais, ça, c'est vraiment ça le souci. La prévision aujourd'hui, c'est que la crise est derrière nous. On le voyait dans les tarifs, mais ouais. Je sais que c'est difficile, c'est une prospective Alors, je vais vous donner le chiffre qu'on utilise, nous, le fameux PEG, là où on était à 34 € du mégawattheure en juin. Nous, on est obligé de discuter d'une rentabilité des ENR à 10 ou 15 ans, parce qu'avec les industriels, les collectivités, voilà, ils investissent, ça s'amortit sur 15 ans. Actuellement, on prend en hypothèse, et ça a été fait avec le ministère de l'Environnement, la DGE et la DGEC, on prend 30 €. C'est-à-dire qu'on considère que le prix sera de 30. On sera au-dessus de l'avant-crise, mais on n'est pas à l'abri de fluctuations. Mais au global, on a bien vu, là, pendant 1 an et demi, on a eu des variations, puis on retombe à un tarif très, très, très vite, à un tarif bas. Donc, nous, on prend 30. Et On voit bien. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions que vous vouliez apporter par rapport à des choses qui ont été dites avant de éventuellement conclure? Et puis je vous demanderai de conclure, de résumer, de refaire le lien avec l'eau pour ne pas perdre de vue notre thématique de départ. Mais voilà, pour synthétiser un peu tout ce qu'on a dit, chacun retenir peut-être 2 idées principales. Est-ce que c'est la sobriété? Est-ce que c'est impulser d'autres innovations sur les installations, les stations? Voilà, quelles sont les idées sur lesquelles vous avez envie de vous projeter? Thierry Chal a envie de commencer. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin en fait de transformer nos usages. Vous l'évoquiez avant. L'avant-Covid ou l'avant-crise, en fait, on ne retrouvera pas en fait la même situation. Donc je pense qu'on a besoin en fait de vraiment réfléchir différemment, de ne pas être. Vous l'avez dit tout à l'heure, je pense qu'on doit avoir un mixte aussi. Je pense qu'il n'y a pas une seule meilleure solution. Il y a un ensemble en fait de bonnes solutions et mises bout à bout, avec des variations différentes peut-être entre elles, on va réussir à obtenir un résultat qui corresponde aux objectifs en fait, de la collectivité, par exemple. Et ça, je crois que c'est très important. Il faut qu'on ait plusieurs cordes à notre arc et qu'on puisse jouer dessus afin en fait, de passer potentiellement les variations, les crises et pourquoi pas les nouvelles réglementations. On ne sait pas ce qui sera fait demain, ce qui nous sera imposé. Et je crois que ça, c'est en fait l'élément qui en fait, doit nous driver quelque part. Qui permet aussi de moins être dépendant des contraintes extérieures. Ok, merci. Ce petit exercice de synthèse et de conclusion, est-ce que l'un de vous veut aussi retenir les points importants? Oui, Christelle Léry. Oui, je pense qu'effectivement, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, parce qu'on a pu voir qu'avant, lors de la contractualisation, il y a eu un basculement. Donc effectivement, tout peut se jouer à un instant T. Donc avoir plusieurs cordes à son arc, avoir des différentes solutions et surtout écouter les territoires, que les solutions viennent des territoires. Ça demande beaucoup d'agilité, j'imagine, quand on est des grosses structures, des grosses collectivités comme vous. Ça demande d'être à l'écoute de chaque commune, de chaque initiative. Très bien. Christophe Leblanc. Oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Il faut qu'on joue sur tous les leviers. Et donc, c'est pour ça aussi que dans les démarches où vous parlez de contrats territoriaux, on va voir les collectivités pour faire des diagnostics avec elles, leur proposer des études, les pousser un petit peu, leur suggérer des solutions, les pousser en ambition lorsqu'on estime qu'elles peuvent aller plus loin. Et puis peut-être conclure sur ce que disait Madame Léry sur l'importance de l'éducation, de la sensibilisation, de l'information. Donc là aussi, on se positionne, on fait des classes d'eau aussi pour les enfants. Et à travers le plan sécheresse que j'évoquais tout à l'heure, on aide aussi les démarches d'information, de communication de la part des collectivités auprès des usagers. Merci beaucoup. Alors, à vous, il revient de finir. Ouais, du coup, après, bien entendu, tous les efforts de sobriété qu'on peut faire, les petites rivières faisons les grands fleuves, je reste sur le thème de l'eau. Il faut aller chercher les moindres calories gaspillées. Et puis à l'ADEME, quand on voit une eau à 20 degrés qui part et qui n'est pas exploitée, on dit que c'est dommage.
Mais on le voit, il y a plein d'exemples et de projets qui rendent cela possible. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette plénière, d'avoir débattu du sujet de l'eau et l'énergie. C'est à la fois très spécifique et très large. On pourrait développer encore beaucoup demain matin, si vous voulez nous rejoindre et vous mettre dans le public pour ce débat sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Vous êtes les bienvenus. C'est la fin de cette conférence plénière. Merci à vous d'avoir écouté ces échanges et d'avoir, vous, porté la voix des institutions, des collectivités dans cette crise. On le voit bien, vous travaillez de concert pour avancer dans la tempête. Et l'eau est un levier formidable, comme toujours, pour trouver des solutions d'avenir. Merci à tous de votre présence sur cette première journée du Salon Cyclo. On se retrouve demain pour d'autres conférences. Et je l'ai déjà dit, la gestion intégrée des eaux pluviales. On prolonge le débat demain. Merci et bonne soirée à tous. 3, 2, 1.